Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo cool, hein, c'est le week-end. Je vais parler de différents sujets, vous allez voir, je vais parler d'Intel, je vais parler de Nvidia, je vais parler également un petit peu de AMD bien entendu, je vais parler aussi de PS5 et de Xbox et je vais répondre à des questions d'abonnés, voilà, dans un petit programme hein, sympathique. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, disons qu'actuellement les vidéos je peine un peu, c'est-à-dire que je peine un peu en termes de vues, je sais pas pourquoi, je pense que qualitativement j'espère je me suis un peu amélioré, puisque ça fait bientôt 1 an que je fais, on va dire que j'ai spécialisé la chaîne sur le gaming. Mais voilà, en ce moment c'est un peu la baisse, je ne sais pas pourquoi, je pense que l'algorithme YouTube ne m'aime pas beaucoup, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Bref, en tout cas n'hésitez pas à commenter et à mettre des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous passez par là et que vous appréciez la chaîne, que vous avez vu quelques vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi. On peut ne pas toujours être d'accord, mais je pense quand même que le dialogue est ouvert ici, même parfois je me reprends d'ailleurs entre guillemets, et ça permet de faire avancer le débat. Alors on va parler d'Intel pour commencer. Et oui, Intel, parce qu'ils ont sorti leur Rock Lake Ace, vous savez, enfin ça va sortir, la 11e génération des CPU Core. Donc en l'occurrence, on a eu quelques infos, quelques leaks comme on dit, en particulier du prix, donc c'est 8 cœurs, 16 threads, la fréquence multicœur c'est 3,5 GHz, et la fréquence monocœur, single cœur comme on dit, c'est 5,2 GHz, c'est spécialisé dans le gaming entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, car dans le futur, si les développeurs font l'effort nécessaire et vont le faire, ils utiliseront de plus en plus le multicœur à la place du single cœur. Mais bon, pour l'instant, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont en single cœur, donc c'est cette performance-là qui prime. Eh bien écoutez, déjà le prix, le prix qu'on a eu, c'est apparemment donc le i9 11900K, le top du top chez Intel, il serait autour de 600 $, apparemment. À vérifier bien sûr et à confirmer. Et ce qui m'intéresse plus comme modèle, parce qu'il est un peu moins cher aussi, il faut bien l'avouer, et qu'il est déjà très performant pour le gaming, c'est le i7 11700K, lui serait à 485 $, on va dire 500 €. Eh bien écoutez, à ce prix-là, moi je vous conseille vivement d'acheter le i7 10700K qui est en forte baisse. Et oui, ce processeur qui est très intéressant parce que en Quad HD, vous ne verrez quasiment aucune différence entre ce processeur et son petit frère de la 11e génération, on va dire, que peut-être 1 ou 2, 3%. Je parle en Quad HD, en Full HD, c'est même guère plus, on va dire, c'est peut-être 4, 5%, 6% maximum. Vous ne verrez pas beaucoup de différence entre ces deux processeurs en gaming, je précise. Et donc ce processeur là maintenant il est vendu 320 € et je pense que lorsque la 11e génération sortira, il va être à moins de 300 €. C'est une aubaine, c'est une affaire. Parce que c'est un excellent processeur et à 300 €, même chez AMD, les Ryzen ne peuvent pas lutter pour l'instant. Alors les Ryzen sont de conception plus moderne, entre guillemets, ils sont plus efficaces, ça c'est certain, mais un i7 10700K c'est quand même pas si mal que ça. C'est un très beau processeur qui fera le taf aussi bien pour le gaming que pour votre PC de tous les jours. Côté Intel, ce n'est pas la seule nouvelle qu'on a eue, on a eu aussi la nouvelle comme quoi ils allaient faire des cartes graphiques. Alors attention, ils faisaient déjà des GPU qui étaient intégrés à leur CPU entre guillemets. Mais là, une partie vidéo, on va dire, qui gérait la vidéo, qui gérait quand même le gaming, mais de façon, on va dire, minimaliste. Là, ils veulent vraiment faire des cartes graphiques comme Nvidia fait et comme AMD fait. Et ils ont toute une gamme de prévues, dont la plus importante, c'est la DG2 512EU, qui comporte 4096 shading units, qui comporte un bus de 256 bits et qui aurait 8 ou 16 gigaoctets de DDR6. Alors on ne sait pas beaucoup plus entre guillemets, mais bon c'est une carte, si on prend des équivalences par exemple chez Nvidia, j'ai regardé, ce serait plutôt une équivalence RTX 3060 Ti, donc le haut de gamme Intel attaquerait plutôt finalement du moyenne gamme chez Nvidia ou chez AMD. En effet, la RTX 3060 Ti, dont je vais parler après, comporte 4864 shading units, un bus de 256 bits et 8 gigaoctets de DDR6, donc à peu près l'équivalent. Sauf que Nvidia, quand même, c'est pas n'importe qui. Eux, ils se sont spécialisés depuis longtemps dans la carte graphique. Et par exemple, il y a 152 tenseurs Core. Vous savez, le tenseur Core, tout ce qui gère le DLSS 2.0 en l'occurrence, qui sont intégrés en hardware dans le GPU. Il y a également
38 RT Core, donc les ray tracing en l'occurrence, hardware qui sont intégrés dans le GPU. Et ça, c'est pas rien. En plus, c'est la version 2, on va dire, chez Nvidia. Donc, Nvidia sont quand même assez en avance, au moins sur ces deux parties-là. Intel, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre pour gérer, par exemple, le ray tracing ou pour faire un simili de DLSS. Donc, on verra. Tout ça va sortir, bien entendu, mais je dirais que Intel a un certain retard quand même là-dessus. Côté AMD, on pourrait dire, oui, mais AMD, ils n'ont pas de RT Core, par exemple, ou de Tensor Core intégrés directement. Oui, mais par exemple, AMD, leur bus de 256 bits, il est géré différemment. C'est-à-dire qu'il est, on va dire, il est aidé par le L3 Infinity Cache qu'ils ont intégré dans les RX, en l'occurrence 6000. Hein, et c'est un cache quand même qui fait 128 mégaoctets, qui permet une accélération considérable en interne dans le GPU pour éviter des accès mémoire trop répétitifs. Est-ce qu'ils vont faire ça Intel? On ne sait pas non plus. Donc c'est un peu le grand flou. Alors après, Intel, ce ne sont pas n'importe qui en termes de designer. Il ne faut pas l'oublier, ils ont une très grande expérience aussi. Et puis après tout, hein, on peut aller débaucher quelques designers en payant un peu grassement côté AMD ou côté Nvidia. Donc on verra ce qu'ils ont fait, on verra en termes de, on va dire, qualitatif, ce que ça vaut et en termes de prix aussi. Ce sera plutôt dans du moyen de gamme, je pense, mais c'est une très très bonne nouvelle parce que ça secoue un peu le cocotier, comme on dit, hein, et Nvidia et AMD, bon, c'est vrai qu'ils se combattaient beaucoup, hein, mais ils pouvaient s'endormir un peu sur leur laurier, et bien voilà qu'Intel arrive dans le jeu, c'est toujours très intéressant pour nous consommateurs. D'autant plus intéressant que Intel sont fondeurs, ne l'oubliez pas, hein, donc 10 nanomètres, effectivement il ne faut pas du 7 nanomètres, 5 nanomètres ou 3 nanomètres pour l'instant, et d'ailleurs ces GPU, ces futurs GPU seraient peut-être en 3 nanomètres chez TSMC. Là encore, il faudra voir comment, s'il y a la production nécessaire, mais c'est toujours intéressant de voir effectivement qu'en 3 nanomètres, ça va beaucoup moins consommer. Mais en tout cas, Intel rentre dans le jeu et je trouve, moi personnellement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que c'est une bonne nouvelle. Côté Nvidia, ce qui est intéressant aussi, j'en ai déjà parlé, c'est la RTX 3060 Ti, je pense que c'est une très bonne carte. Je vais dire encore une fois de plus pourquoi, parce que j'en avais déjà parlé, j'avais expliqué que par rapport à la 3060 tout court, elle était bien plus intéressante, hein, puisqu'on avait un grand gap de performance pour finalement un prix, une différence de prix assez, entre guillemets, hein, modique, et que par rapport à la 3070, eh bien, il n'y avait pas tant de différence en termes de performance, il y en avait quand même un maximum, on va dire 10-12% maximum, et ça, pas dans tous les jeux, et surtout pour un prix quand même qui est 100 € d'écart, c'est-à-dire 20% d'écart. Donc c'est une carte qui est assez bien placée en termes de prix, à condition de la trouver en prix fondeur, ce qui aujourd'hui, je le reconnais, est impossible. Mais on peut espérer qu'un jour, ça se libère. Et d'autant plus que je pense que cette carte est intéressante que les partenaires AIB, c'est All Inboard, c'est ceux qui fabriquent les cartes graphiques, par exemple Asus, hein, par exemple, pour Nvidia. Nvidia fournit le GPU à ses partenaires qui font des cartes prix fondeur normalement, qu'on n'a jamais vu ou presque. Eh bien, ces partenaires ne sont pas intéressés par la RTX 3060 Ti. Pourquoi? Ou peu intéressés, ils sont plus intéressés par la 3070. Eh bien, parce que tout simplement, ça leur demande à peu près les mêmes efforts en termes de refroidissement pour la 3060 Ti que pour la 3070, et en termes de composants, vous savez par exemple les condensateurs, la qualité des condensateurs, les résistances et tout ce qui est board, tout ce qui est design. Par rapport à la 3070, c'est à peu près pareil, alors que par rapport à la 3060 est bien plus simple à fabriquer. Et donc en termes de marge, eh bien tout simplement ces constructeurs, s'ils doivent appliquer le prix fondeur, eh bien ils ne s'y retrouvent pas tellement. Donc ils sont plus intéressés par la 3070. Donc, côté consommateur, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Les cartes les plus intéressantes pour nous sont finalement à base de RTX 3060 Ti. Petite news du côté de Nvidia, le Resizable Bar, vous savez, l'équivalent du Smart Access Memory de AMD va arriver très très bientôt. Alors, c'est basé sur une spec du PCI Express, hein, tout simplement. L'avantage de Nvidia par rapport à AMD, c'est que le Resizable Bar, il adresserait aussi bien les CPU AMD que les CPU Intel. Les deux seraient adressables. Et ça permet quoi? Je vous le rappelle, comme le Smart Access Memory, ça permet au CPU, en l'occurrence, d'accéder en une seule fois, en monobloc, on va dire, à la mémoire de la carte vidéo, de la carte graphique que vous avez. Par exemple, si vous avez 16 gigaoctets, il peut adresser les 16 gigaoctets, alors qu'avant, il ne pouvait faire que par bloc de 256 mégaoctets. Donc, en théorie, selon AMD, une gain de performance de 10%.
Bon, c'est plutôt 5-6% lorsque c'est appliqué, mais c'est après tout 5-6% par là, 5-6% ailleurs, et bien en cumulant, ça peut faire gagner pas mal de pourcents. C'est toujours bon à prendre, surtout que ces deux fonctionnalités ne seraient pas très compliquées à activer. Petite précision pour finir, ça ne sera bien entendu que sur les RTX 3000. Et maintenant, on va parler de deux petites news qui sont fort sympathiques. La première, c'est le xCloud. Et oui, vous savez, le xCloud de Microsoft. Eh bien, il revient en force et petit à petit, il se construit. Ça a pris un certain temps, mais il va arriver cet été apparemment. Et des journalistes ont pu faire les premiers essais. Alors, avec le Xbox Game Streaming, pas avec l'application spécialisée encore. Mais déjà, première bonne nouvelle, on passe de 720p à 1080p. Alors certes, ce n'est pas du 4K comme Stadia, mais 1080p c'est déjà pas si mal que ça ressemble au GeForce Now en particulier. Et ça permet, ils ont fait des essais sur un notebook tout simple, et ben ça a permis de jouer par exemple à Celeste sans aucun problème. Donc ils ont pu jouer sans baisse de framerate, ils ont pu jouer en 1080p, et par contre ils ont eu quelques problèmes avec Forza Horizon 4 en l'occurrence, où là ils ont eu pas mal de problèmes. Mais il faut préciser que les serveurs à distance, et oui les serveurs à distance qui sont utilisés pour xCloud pour l'instant sont basés sur des Xbox One S, et oui Xbox One S parce que la Xbox Series X qui doit aller remplacer, ben Microsoft ils ont quelques problèmes de pénurie aussi, et c'est assez ironique quand même quand on y songe. Et donc pour l'instant ils ne peuvent pas remplacer les Xbox One S des serveurs par des Xbox Series X, mais lorsque ce sera fait, ça ira beaucoup mieux je pense, et donc ça promet quand même des essais intéressants que je ferai puisque je le Game Pass Ultimate, donc bien entendu je ferai des essais xCloud chez moi mais aussi à distance. L'autre bonne nouvelle qui nous intéresse, c'est sur la PS5, et oui, Ratchet & Clank arrive gratuitement sur la PS5, sur la PS4 aussi, entre guillemets, sans avoir besoin de prendre par exemple le PlayStation Plus que je possède. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors Sony l'a joué intelligemment, on peut le dire, parce que le prochain épisode Rift Apart va bientôt arriver, et donc c'était donnant-donnant, et sans que ça c'est une bonne manière je trouve, c'est-à-dire que grosso modo, ils donnent le jeu gratuitement aux joueurs, et si les joueurs sont intéressés, ils achèteront le prochain épisode. Et ça, je trouve que c'est un comportement plutôt intelligent, ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, avant, il y avait les jeux gratuits dans le PlayStation Plus, hein, toujours d'ailleurs, entre guillemets, il y a des très bons jeux d'ailleurs, mais il faut payer le PlayStation Plus. Là, c'est gratuit pour tout le monde, pour tout possesseur de PS4 et PS5. Petite annotation en passant, je me suis amusé à faire le calcul d'un PC gamer. Et oui, un PC gamer parce que j'en veux un, mais bon, ça va attendre à cause des cartes graphiques en particulier. Mais j'ai voulu regarder entre un PC gamer que je montrais moi-même et finalement sur un magasin. Alors en l'occurrence, j'ai pris un magasin qui est pas si cher que ça, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt concurrentiels. Et vous allez voir, la différence quand même est assez importante. C'est-à-dire que j'ai pris le i7 10700K que vous connaissez bien entendu, que j'ai conseillé. J'ai pris également une carte MSI APRO Z490 qui est une carte correcte, hein, c'est pas l'une des meilleures mais enfin elle est très bonne, elle fait le taf on va dire. Pour 147 €, je l'ai trouvé entre guillemets. Hein. J'ai pris bien entendu une Alim Big White 700 watts, une bronze, hein, donc de qualité. J'ai pris la RTX 3060 Ti que je vous ai parlé comme carte graphique. J'ai pris du Corsair Vengeance, du DDR4 3000 Corsair Vengeance 16 Go comme mémoire. J'ai pris également un Samsung 860 EVO 1 Teraoctet comme SSD. Bon, plus évidemment tout ce qui est, on va dire, les ventilateurs, le ventigrade. Et un boîtier, j'ai pris un Big White pur basse 600. C'était un boîtier qui est en plus capitonné pour faire moins de bruit, qui est plutôt correct. Eh bien écoutez, le tout, si je le montais moi-même, hein, tout complet, ça coûterait 1240 € à peu près. Alors sans la livraison des composants, on peut compter 1300 € avec la livraison, grosso modo. Eh bien, le même PC, je l'ai fait estimer, hein, j'ai regardé, je l'ai fait estimer, livré par ce magasin en l'occurrence, ça tournerait autour de 1900 €. Voilà, 600 € d'écart, entre 550 et 600 € d'écart. Soit l'équivalent, bien entendu, d'une Xbox ou d'une PS5. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aviez des meilleures idées que ce que j'ai proposé là. Je ne suis pas un grand spécialiste, hein, je me suis renseigné, mais je ne suis pas un grand spécialiste du montage PC, donc il y a peut-être des éléments que vous ne mettriez pas et que vous mettriez d'autres éléments à la place. Petite news aussi, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, sur la PS5, et oui, la PS5 revient à la vente. Visiblement, attention, surveillez vos claviers, il y aurait plusieurs enseignes qui vont vendre de la PS5 dès le début de la semaine prochaine, dès demain en l'occurrence, quand vous regarderez cette vidéo, donc surveillez, il y a de la PS5 qui revient
en petite quantité comme d'habitude. Et je vais terminer cette vidéo par deux questions, et oui, deux questions d'abonnés. La première vient de Laurence qui m'a posé la question, le mini LED, la lumière bleue, qu'en est-il? Alors elle parle de la DLMA, hein, la dégénérescence, alors DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est-à-dire que vous savez, vous avez le centre de la rétine, la macula, qui se dégénère pour certaines personnes, heureusement, entre 50 et 65 ans, et vous avez une tache qui apparaît et qui grossit avec le temps. Il y a des moyens de ralentir cette tache, mais c'est malheureusement irréversible. On n'arrive pas à en guérir encore. Et donc, on se pose la question d'où ça vient cette dégénérescence. Alors, les scientifiques se sont posé la question, est-ce que ça vient par exemple de notre surutilisation des écrans? Apparemment non, je dis bien apparemment, rien en tout cas n'est lié avec les écrans pour le moment. À voir dans le futur, ce serait plus lié par exemple des gens qui travaillent dans des stations de ski, avec la neige, vous savez, avec la lumière violente, voilà, en montagne ou des choses comme ça, au bord de mer. Bref, c'est plus lié à l'extérieur qu'à une lumière, ou alors effectivement par contre, à la lumière des LED, des lampes LED, des ampoules LED. Là, par contre, effectivement, il y a un risque assez accru, mais pas nos écrans qui émettraient apparemment une lumière trop faible. Ça, c'est du conditionnel, attention. Hein. Et question mini LED, alors question mini LED, la lumière bleue, elle est comme les LCD, elle est comme les OLED, sauf qu'effectivement, les pics de luminosité sont bien plus importants, montrés à 2000, 3000, 4000 candelas par mètre carré, et donc effectivement, la lumière bleue serait plus importante sur ces écrans-là, puisque si tout est plus important, la lumière bleue également. A noter également qu'il y a des constructeurs, je crois que c'est LG, qui travaillent sur des modèles, qui vont sortir des modèles où vous avez un filtre bleu que vous pouvez activer ou désactiver. Et pour finir cette longue vidéo, Damien qui me pose une question sur le setup. Quelle position pour être bien, pour éviter d'avoir des douleurs diverses et variées? Eh bien écoute Damien, je ne suis pas ergonome, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est un métier spécialisé. Hein, et il y a des ergonomes vraiment professionnels qui travaillent dans les boîtes d'ailleurs pour tout ce qui est ergonomie de la gestion de l'espace de travail. Mais ce que je peux dire, c'est que d'après ce que j'ai vu sur internet, la position c'est les coudes à 90, c'est les pieds plats, c'est le dos droit bien entendu, le plus possible une belle assise, et puis ne pas rester trop longtemps assis, de temps en temps se lever. Alors moi par exemple, je suis très mal placé, parce que je suis à peu près positionné n'importe comment sur mon bureau, je travaille beaucoup sur ordinateur comme vous vous en doutez. Alors ce que je fais, je me lève, je fais du sport aussi parce que ça fait du bien, et je me lève par exemple, vous voyez là je suis debout, j'aime bien filmer debout, je trouve que ça me fait du bien, pour le dos hein, en l'occurrence, et puis c'est plus expressif, mais ça c'est mon avis à moi. Il y a certains qui préfèrent filmer assis et c'est très bien aussi. Donc il y a aussi des tables levées assis, hein, comme on appelle, qui coûtent assez cher, mais qui permettent effectivement d'avoir une position assis. Puis lorsque vous êtes un peu fatigué ou vous avez mal au dos, hop, vous relevez la table et vous continuez à travailler. C'est de plus en plus fréquent, ces tables-là, par contre, ce n'est pas donné. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations sur Internet. Damien, je te conseille d'aller voir parce qu'il y a des positions en l'occurrence. Il y a aussi des sièges spécialisés. Par exemple, un siège gaming, je ne suis pas très sûr que ce soit très bon pour, par exemple, travailler sur un ordinateur très longtemps. Pour jouer, peut-être que c'est bien, mais voilà. Bref, plein de conseils sur Internet, n'hésite pas à aller voir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.